Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cette première livraison de la semaine de votre émission, la revue des grandes unes sur Equinox Télévision avec nos invités que nous retrouvons donc au bas de la présentation des principales unes parues ce matin. Mais avant de les retrouver donc, revisitons ensemble ces principales unes et on démarre avec la nouvelle expression qui s'intéresse ce matin à la crise anglophone et de cette délégation du Social Democratic Front qui reste bloquée dans sa visite aux réfugiés du côté du Nigeria. L'une des résolutions du comité national exécutif du parti de la balance à Yaoundé ce week-end est le maintien de la visite aux réfugiés camerounais au Nigeria que le chairman du dit parti a initié depuis plusieurs mois mais qui connaît de suspects blocages administratifs au Cameroun, nous dit le journal qui nous rappelle que au sortir du NEC qui s'est tenu donc ce week-end à Yaoundé, le chairman du SDF, Ni John Frondi, a décidé de ne pas regagner sa base de Bamenda, mais de rester à Yaoundé. Question de se rendre ce matin du côté du Haut Commissariat du Nigeria au Cameroun pour s'enquérir des raisons du blocage observé donc dans la délivrance de la paperasse nécessaire pour cette descente au chevet des réfugiés camerounais du côté du Nigeria et dans la rang du Social Democratic Front. On pense d'ailleurs que le blocus jusqu'à là observé est dû au fait du régime en place qui ne voit pas d'un bon œil cette descente du SDF avec une cargaison importante alimentaire, importante et bien d'autres choses au chevet de ces réfugiés donc du fait de la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le journal nous parle aussi ce matin à sa page 10 du jeu trouble de l'administration dans l'affaire Manidem, car pour la nouvelle expression en autorisant la tenue d'un congrès du Manidem la semaine dernière, le sous-préfet de Douala Première, réputé pour interdire systématiquement les manifestations de l'opposition, était tout simplement loin d'être naïf. Et puis il y a un important dossier consacré au sport dans la nouvelle expression de ce matin, Lions indomptables, le choix de l'entraîneur coincé, nous dit le journal, alors que l'on attend le nom du futur sélectionneur. Un des concurrents a jeté l'éponge. Il s'agit de John Toshak qui a bénéficié donc d'un contrat faramineux et juteux du côté de l'Iran, lui qui était dans la shortlist des deux derniers selon la nouvelle expression, aux côtés d'Alain Giresse, et Alain Giresse qui resterait donc le seul concurrent mais qui est vu d'un mauvais œil au haut sommet de l'État, nous dit la nouvelle expression. En tout cas, ce choix reste jusqu'ici coincé chez la CAN féminine, aussi dans les colonnes du journal, et des inquiétudes malgré la victoire. Le journal qui rappelle que le Cameroun en match retour du dernier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Ghana 2018 de football féminin. La brillante en match retour dont le Cameroun s'est imposé 5-0. C'était déjà le score lors du match aller, 10-0 sur l'ensemble des deux matchs, mais la brillante victoire de l'équipe nationale féminine du Cameroun face au Congo ne doit pas occulter la préparation ambiguë ou alambiquée qu'elle a connue après plusieurs mois d'oisiveté. Les chantiers de la CAN et ces chiffres qui font peur. Les différents chantiers routiers engagés à Bafoussam ont à peine franchi le seuil de 2% de taux de réalisation, nous dit le journal. L'œil du Sahel s'intéresse ce matin à l'arrondissement de Maroua 2 et 10 morts dans les attaques de Boko Haram de ce côté-là. Boko Haram qui a encore frappé à travers ces terroristes, et c'est dans la localité de Manganvé, chez Djalingo, une localité qui s'est réveillée vendredi dernier dans la tristesse et la désolation. En cause le chef de cette localité qui était la visée principale des terroristes de Boko Haram, des terroristes
terroristes qui ont égorgé ce dernier avant de tuer plusieurs autres personnes dans cette chefferie, et dans leur fuite, ils ont fait beaucoup d'autres victimes. Mais le journal du Sahel relève que il y a donc eu cette répression de la part des membres des comités de vigilance qui ont donc organisé une battue à l'issue de laquelle plusieurs terroristes de la secte Boko Haram, auteurs de ces morts, ont eux aussi été tués dans les échanges ou les altercations qui ont suivi. Plusieurs ont été faits prisonniers. Le gouverneur de la région de l'extrême nord qui est descendu sur les lieux a félicité ses membres de comité de vigilance avant d'apporter son soutien aux différentes familles éprouvées. Info Matin parle ce matin d'Issatioma Bakari qui dit pourquoi il est avec Paul Biya. Vendredi, le leader du FSNC a expliqué son ralliement au chef de l'État, répondu à ses détracteurs, s'est prononcé sur le phénomène des fake news. Et puis Forum Libre nous parle ce matin de la crise anglophone et du Congrès américain qui reçoit les victimes. Ce sera le 27 juin prochain. Paul Biya et ses collaborateurs qui sont placés au banc des accusés. Le gouvernement du Cameroun qui est tout simplement sous pression, nous dit le journal Forum Libre, qui ajoute que l'annonce est de la commission Tom Lantos, spécialiste ou spécialisé sur les questions de droits de l'homme et des libertés à la Chambre basse du Parlement du Congrès américain, qui devrait se tenir le 7 juin dernier avec à l'ordre du jour le débat sur la crise anglophone et les massacres qui sont perpétrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des débats qui ont tout simplement été renvoyés au 27 juin 2018. L'appel des témoins et des victimes est donc lancé. Les Américains veulent savoir si leurs multiples aides ne sont pas utilisées pour tuer des civils camerounais. Le président Paul Biya et ses collaborateurs sont tout simplement au banc des accusés. C'est le journal qui se projette d'ailleurs sur les issues possibles au sortir de ces auditions. Le journal qui rappelle qu'il ne s'agit pas simplement d'auditionner Patrice Ganan comme c'était le cas le 7 juin prochain, mais qu'au-delà de Patrice Ganan, plusieurs autres victimes ou plusieurs personnes témoins qui pourront apporter avec preuve à l'appui des témoignages sur les exactions du gouvernement dans ces régions anglophones pourraient eux aussi être entendus. Alors on poursuit avec le journal Écho Matin. Écho Matin qui titre ce matin sur la monnaie électronique et de cette bataille pour le contrôle d'un marché évalué à près de 2000 milliards de francs CFA. Il s'agit donc de ces paiements qui, en tout cas le journal rappelle que le 1er juin dernier à Yaoundé, il y a eu cette cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère des enseignements secondaires et les opérateurs de transfert électronique d'argent, et selon ce mémorandum d'entente, les frais de scolarité, ceux des examens, des concours et des associations des parents d'élèves seront payés à partir de l'année scolaire 2018-2019 par le biais de ces entreprises qui offrent déjà des prestations du mobile money. Le journal Le Soir parle de gestion calamiteuse mis en cause ici. Il s'agit du directeur général de l'IRAD dont la gestion est mise à nu. Le journal parle d'incompétence managériale, de tribalisme et de soupçons de détournement, tout comme il revient sur cette affaire en justice entre la fratrie Mouna, héritage de la famille Mouna, Amatoutou Mouna, Dame Le Pion à ses frères. La victoire par KO a été obtenue grâce à l'efficacité de son avocat, nous dit le journal. Et puis si on poursuit avec le journal Le Détective qui revient sur les inscriptions sur les listes électorales et parle de l'appel de René Emmanuel Sadi dans le Mbam Ekim, l'ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui a ratissé large donc derrière le chef de l'État Paul Biya. Intégration ce matin parle du Cameroun et du patronat qui est contre les réformes fiscales.
Le journal rappelle que le Fonds monétaire international, donc met la pression sur le Cameroun, notamment sur le directeur général des impôts, afin que celui-ci puisse donc, selon le journal, augmenter la pression fiscale, ce que ne l'entend pas de cette oreille le patronat. L'anecdote parle de proposition au goût amer de Moussongué, la commission Mafani Moussongué, la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, qui au terme de ses auditions publiques du côté du Nord-Ouest a présenté un rapport avec de nombreuses propositions que le journal L'Anecdote trouve simplement en tout cas juge de goût amer ces propositions de Moussongué. Et puis Repère parle de ces bâtonniers qui sont englués, empêtrés dans des affaires, ils sont mouillés. C'est un carnet de justice que nous proposons ce journal à travers un dossier sur ces bâtonniers mouillés dans des affaires. Ce matin, Émergence parle de la crise anglophone. Émergence qui nous fait savoir que le RDPC n'exclut pas ou n'exclut plus un dialogue sur le fédéralisme. Émergence qui ajoute que sur les antennes des RFI, Jacques Famdongo, secrétaire à la communication du parti au pouvoir, confirmé cette possibilité pour le journal. Il s'agit d'un changement de discours qui contraste avec la position d'antan. Anglophone crisis once again in Emergence this morning, le quotidien. Traditional rulers more and more becoming a target for the Ambazonian. That's what you can read at page 2 of Emergence, le quotidien this morning. Le quotidien de l'économie nous parle de ce septennat de Paul Biya qui passe au scanner de la Banque mondiale. Grande réalisation, coût des travaux, gestion de la masse salariale, etc. au menu de la revue des dépenses publiques de l'institution de Bretton Woods sur le Cameroun de mai 2018. Et puis pour sortir, on retrouve le journal Mutation qui nous parle du gouvernement Yang 4. 100 jours après, les différents ministres sont passés au scanner. Les bons et les mauvais points de l'équipe formée par le chef de l'État le 2 mars 2018 à lire aux pages 7, 8 et 9 de Mutation de ce matin. Voilà qui nous permet donc de sortir de cette visite des grandes unes et de retrouver nos invités sur ce plateau. Bernard Batana, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Martial Djomo, bonjour Réveil Ndélé, bonjour à tous les téléspectateurs de Kinox TV. Aujourd'hui, j'entre dans cette revue des grandes unes par la Société métropolitaine d'investissement de Douala, qui est un grand projet d'urbanisation de la ville de Douala, dans laquelle toutes les populations de Douala sont invitées à souscrire leur part pour que Douala soit plus viable et que Douala soit plus vivable à l'avenir. Il ne faut pas toujours dire que l'État n'a pas fait ci, l'État n'a pas fait ça. On a donné l'occasion, la communauté urbaine de Douala a donné l'occasion à chaque habitant de Douala de participer au développement de la ville. Je crois que c'est important. C'est important, c'est une initiative dont vous parlez en entame. Bonne semaine à vous, bonne semaine Hervé Viardélé, bienvenue. Bonjour Eric Martial Djomo, bonjour aux grands frères et bonjour également à tous ceux qui nous regardent à travers les petits écrans chez eux. Et je vais penser aux populations du nord et sud-ouest et une fois de plus leur adresser mon bonjour en espérant que l'appel à la paix et au calme que je vais lancer sur ce plateau pourra être utile à leur niveau, parce qu'il faut reconnaître que depuis qu'il y a eu des désordre dans cette partie du Cameroun, nous la vie au Cameroun a connu un coup, et du coup ce n'est plus la grande joie et la grande harmonie qu'on avait hier quand on se dépasse de ce côté-là. Donc c'est vraiment difficile pour nous autres. Donc du coup, il faudrait bien que puisse penser une fois de plus que le Cameroun est un État uni et qu'on devrait continuer à œuvrer pour la paix, afin que la construction du Cameroun et la construction de toutes les régions du Cameroun puisse être effective et réelle. Hervé Viardélé, un apôtre de la paix ce matin. Alors, on démarre avec la crise anglophone qui se retrouve à la une de plusieurs journaux. La nouvelle expression qui nous parle de cette descente bloquée, ou en tout cas qui connaît un blocus administratif de la délégation du Social Democratic Front au chevet des réfugiés camerounais au Nigeria, réfugiés donc du fait de la crise anglophone.
anglophone. Forum Libre nous parle du Congrès américain qui reçoit les victimes de cette crise anglophone. Plusieurs autres journaux qui en parlent ce matin, notamment le journal Émergence qui nous dit que le RDPC n'exclut plus un dialogue sur le fédéralisme avec cette sortie de Jacques Famendongo. La crise anglophone encore et toujours. Mais commençons par ce que nous dit la Nouvelle Expression. Au sortir du NEC, le SDF maintient sa position. Il faut descendre au chevet des réfugiés et pense que le gouvernement est en train de bloquer cette initiative, Bernard. Oui, nous apprenons du NEC qui a eu lieu à Yaoundé. Vous savez. Le NEC, c'est une instance de décision du SDF qui se réunit, je crois, une fois par mois. Alors cette fois, ils se sont réunis et nous apprenons que depuis des semaines, depuis des mois d'ailleurs, une délégation est en préparation pour aller au Nigeria. Et pour le faire, il faut effectivement que le Haut Commissariat pour le Nigeria donne son aval. Il faut que le gouvernement camerounais donne son aval pour ce voyage. Et il semble que c'est à ce niveau que ça bloque. Il y a un député du SDF qui accuse nommément Yaoundé d'avoir bloqué cette initiative pour éviter aux partis politiques de l'opposition qu'est le SDF de savoir exactement ce qui se passe sur le terrain au niveau des réfugiés, quelle est leur vie quotidienne. Moi, je pense que c'est une action citoyenne. C'est une action citoyenne qu'il faut d'ailleurs encourager. Voilà un parti politique qui se soucie des Camerounais, d'une partie d'ailleurs de ses électeurs qui se trouvent hors du pays et qu'il faut savoir comment ils vivent. Et quand on sait que dans un camp de réfugiés, ce n'est pas toujours une vie décente. Et apparemment, le SDF a prévu une cargaison de produits de première nécessité, de denrées alimentaires pour venir au secours de ces Camerounais. Je pense que le SDF a pris là une initiation citoyenne qu'il fallait d'ailleurs accompagner. Si tant il est vrai qu'on dit que ceux qui sont du nord-ouest et du sud sont des Camerounais à part entière, ils ne sont pas des Camerounais qu'on met à côté pour dire que voilà, il ne faut pas y aller. Moi, je pense que c'est une initiative. Il ne faut pas qu'on voit des blocages partout. Bien entendu, c'est une action de charme pour le parti politique qui veut que se mettre sur les vitrines en avant devant cette affaire. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Forcément, il y aura des dividendes politiques à recolter sur une telle opération. La Nouvelle Expression nous fait aussi savoir que le chairman du SDF, lui, se rendra au commissariat du Nigeria au Cameroun à Yaoundé pour s'enquérir de la situation. Lui, qui n'a pas regagné sa base de Bamenda au sortir du NEC qui s'est tenu à Yaoundé, que peut-on attendre d'une telle descente, Hervé Villardil? Certainement une négociation et surtout c'est une voie normale, une voie d'enquête pour comprendre ce qui ne marche pas, parce qu'en réalité, qu'on a une partie de son peuple qui est affligée et qui a quitté son territoire, qui est réfugié dans notre région, dans notre pays, il faut le reconnaître, ce n'est que quelque chose de normal, ce n'est que normal qu'on aille s'enquérir de la situation, parce qu'il faut quand même rappeler que depuis que cette crise a commencé, et selon les informations qui nous parviennent, on a près de 150 000 réfugiés camerounais du côté du Nigeria. Vous imaginez que le Nigeria est un pays également qui a également de nombreux problèmes avec l'instabilité. On parle de 210 000. Oui, bon, je me souviens des derniers chiffres que nous avons certainement. On aura certainement minimisé ces chiffres. Sauf qu'il faut reconnaître quand même que c'est quand même trop pour le Nigeria, quand on sait que le Nigeria est un pays également qui n'est pas trop stable sur le plan sécuritaire parce qu'elle affronte au jour le jour, elle fait la guerre au jour le jour contre Boko Haram. Et donc du coup, quand on a un front de guerre, il est difficile de pouvoir prendre en charge de manière efficiente et efficace les réfugiés. Donc du coup, je pense que l'appui du SDF ne pouvait être que bénéfique pour le Nigeria qui accueille les citoyens camerounais dans son pays et surtout au niveau de leur prise en charge. Parce qu'il faut reconnaître que la prise en charge n'est pas évidente. Quand vous avez 150 000 ou 200 personnes qu'il faudrait nourrir tous les jours et qui ont besoin d'être en bonne santé, ce n'est pas évident parce que avec le coût de la vie qui va aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué. Et on peut également s'interroger sur le fait que la mission du SDF de ce côté-là ne réussisse pas. Il ne faut pas toujours tout voir sur le plan politique, parce qu'en réalité, parler des lauriers politiques, quand on a des Camerounais qui meurent, je pense que ce n'est pas ça le plus important. Ce sont des vies qui sont au-dessus de tout, qu'on tente à sauver, parce que les Camerounais qui vivent de ce côté-là sont partis du Cameroun en fuyant. Quand on part en France, c'est-à-dire qu'on n'a rien emporté avec soi. On est parti, on a voulu sauver sa vie en se retrouvant de ce côté-là. Donc du coup, ils ont besoin d'assistance et de manière urgente. Je pense que l'action du SDF vient dans ce sens-là pour les aider. Et il faut quand même reconnaître que ce n'est pas la première fois. Avant que le SDF ne commence les primaires au sein de ce parti, on avait lancé de manière générale une collecte
au sein de chaque section, du moins chaque parti, dans chaque région, dans chaque démembrement du parti avait lancé une collecte afin qu'on puisse constituer une cagnotte assez importante pour aller soutenir les Camerounais, ces Camerounais qui sont affligés, qui ont abandonné leur domicile. Aujourd'hui, que cela ne réussisse, cette opération ne réussisse pas, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que, comme me dit, le parti au pouvoir, du moins les administrations du Cameroun, a peur qu'on arrache cette victoire, du moins. Or, aujourd'hui, ça ne peut pas être une victoire, c'est plutôt une opportunité pour permettre qu'on soulage ces Camerounais. Surtout que nous appelons tous au dialogue, nous appelons tous au calme, nous appelons au retour de la paix. Et le retour de la paix ne peut être évident, efficient, efficace que si on commence à tendre la main à ces Camerounais-là. Et le premier moyen de leur tendre la main, c'est de leur donner des produits de première nécessité pour qu'ils c'est étancher leur soif et leur faim. C'est leur donner des médicaments pour qu'ils puissent se soigner et recouvrer la santé afin de demander revenez. Si cela n'est pas fait, je ne suis pas certain que le dialogue dont nous prenons, nous crions tous sur ce plateau peut être un réel dialogue. Alors, puis, le plus important, Martial, c'est leur retour. Ce n'est pas tant la visite, là, mais c'est leur retour. Mais il faut qu'ils reviennent. Ils font quoi là-bas? Il y a de la place au pays. Il faut qu'ils reviennent chez eux. Peut-être pour que cela soit effectif, il faudrait que la calmie aussi revienne dans leur ancien logis. Et même, ça leur rendant visite, qu'on les invite à revenir. Et justement, on commence à avoir les éléments réels de leur invitation au pays. Est-ce que c'est réel? Alors qu'ils viennent, il faut rappeler que les villages ont été détruits. On a brûlé, c'est vrai qu'on est en train de lutter. Il y a eu des gangs de bandits qui sont infiltrés partout pour rendre cette crise aussi criarde qu'elle est devenue aujourd'hui. Absolument. Donc, du coup, on a brûlé leurs maisons et autres. On reste sur cette actualité pour évoquer la une d'émergence qui nous fait savoir que le RDPC n'exclut plus un dialogue sur le fédéralisme. C'est une avancée et cela ressort d'une sortie médiatique du secrétaire à la communication du RDPC, le professeur Jacques Famendongo. On n'exclut plus un dialogue sur la forme de l'État. C'est une avancée. Ah oui, c'est une avancée. Je ne sais pas si c'est une avancée ou une reculade, mais il faut dire que c'est un autre son de cloche qu'on apporte à cette crise anglophone. Il vous souvient qu'au sujet justement de cette crise, la voix la plus autorisée disait que la forme de l'État est non négociable. Et la loi fondamentale qui est la Constitution dit que le Cameroun, c'est un État unitaire décentralisé. Voilà les faits. Voilà ce que la loi dit. Maintenant que le RDPC disent que voilà, il y a possibilité de dialogue pour le fédéralisme. Je disais tout à l'heure que c'est un autre son de cloche. Est-ce que c'est le RDPC qui va instaurer le dialogue RDPC en tant que parti politique, ou alors le RDPC comme étant le parti au pouvoir qui a un chef qui est en même temps leader le chef du parti de l'État? Le chef de l'État et chef de parti politique. Oui. Dans ce cas, on attend que le chef de l'État, chef du RDPC et chef de toutes les institutions se prononcent sur le sujet. On ne va pas s'arrêter à la simple déclaration d'un parti politique. Et ça fait finalement quelque peu désordonné en matière de communication gouvernementale sur la question. Voilà, on a le sentiment, et d'où cette expression, son de cloche utilisée par Bernard. Voilà, un ministre va faire une sortie aujourd'hui, abondé dans un sens complètement différent de celui-là. Comment comprendre cette disparité dans la communication et surtout dans la façon d'aborder certains sujets, comme le sujet sur la forme de l'État au niveau de ces ministres? Je pense que le ministre qui parle est un membre du gouvernement et le ministre qui parle également au nom du RDPC est responsable de la communication au sein du RDPC, sauf si je me trompe. Il faut quand même dire qu'il ne avance pas par hasard. Et vous savez que la crise anglophone a été davantage. Ça a pris l'ampleur que cela a pris parce qu'il y a eu des déclarations. Vous vous souvenez que l'actuel Minat, le ministre pour Atangandi, déclarait sur les antennes de la SATV au moment de cette crise qu'il n'y avait pas de crise anglophone, que les anglophones n'avaient pas de problème. Il n'y avait pas de problème anglophone. Il n'était pas le seul ministre à aborder dans ce sens. Il y avait également le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, qui faisait une déclaration. Celui de la communication. Effectivement, des déclarations que nous avons au sein de la presse appréhendé comme de l'huile qu'on versait sur le feu hier, quand cette crise n'a pas atteint la proportion que ça atteint aujourd'hui. Et quand le ministre lui-même allait organiser un meeting de RDPC en pleine crise à Bamenda, et ça a entraîné ce que ça a entraîné, bien sûr, ça a entraîné ce que ça a entraîné, vous avez vu là où on en est. Parce que ce sont des déclarations. Je pense que la déclaration de Jacques Famendongo également est une déclaration qui vient dans le même sens. Hier, on parlait de débats autour de la forme de l'État.
débat hier qu'on refusait de faire, parce qu'il faut quand même noter que c'est une forme d'avancée. C'est le responsable de la communication au sein du RDPC qui déclare en tant que ministre des enseignements supérieurs, c'est-à-dire que membre du gouvernement, c'est que ce n'est pas une vaine déclaration. C'est pas une vaine déclaration, parce que aujourd'hui, commencer à nous parler de la forme d'État, c'est une ouverture au dialogue. Et qui a dit, je vais citer Maître Kangou sur ce plateau qui le disait sur droit de réponse, c'est pas parce qu'on parle du divorce dans un mariage que forcément on doit divorcer. Non. Le fait de discuter de la forme de l'État n'est qu'un élément, et je suis sûr que si ce débat est ouvert de manière officielle, et qu'on débatte avec des arguments, et qu'on trouve effectivement que les arguments fournis par ceux qui militent pour le fédéralisme au Cameroun, et pour ceux qui ne militent pas, donnent matière à ce qu'on puisse repenser. Je pense qu'on le fera. Pourquoi refuser le débat? Parce qu'il faut quand même reconnaître que depuis le début de la crise, ce n'est que matière à débat. Ce n'était qu'une proposition. Proposition qu'on refute entièrement, qu'on refuse d'admettre. Or, dans un pays qui s'est dit démocratique, je pense que tout est négociation, tout est dialogue. Tout est dialogue, et on peut dialoguer autour d'une table sur des sujets. Maintenant qu'on a apprécié les différents angles, les positions, les différents points de vue, qu'on trouve si pertinents, on peut les adopter ou non. Là, Éric Martial, fort opportunément, cette déclaration, cette sortie du ministre, il faut dire ici, il faut préciser ici qu'il a parlé en tant que responsable de la communication du RDPC. Donc, fort opportunément, on sait que le RDPC est le parti dominant à l'Assemblée nationale. Bon, sa déclaration ne doit pas se limiter à la simple presse. Il faut que, justement, que cette question anglophone fasse désormais partie des discussions à l'Assemblée nationale. Et c'est bienvenu que ce soit le porte-parole du comité central du RDPC, qui est le parti. Ce que l'on refuse jusqu'ici au niveau de l'Assemblée nationale, voilà, parce que le sujet en tout cas semble tabou au niveau de l'Assemblée nationale. Alors on évolue, on l'a dit, plusieurs journaux se sont intéressés ce matin à cette crise anglophone, et puisqu'on a parlé de la forme de l'État, qui faisait partie des propositions de la commission Mafani Moussongue au sortir des auditions du côté de Bamenda dans le nord-ouest, l'anecdote en tout cas, un son de cloche complètement différent qui parle de crise anglophone et des propositions au goût amer de Moussongue. Comment comprendre cette une? Oui, comment comprendre cette une? C'est que, bon voilà, il faut savoir que l'anecdote, c'est un journal. Et puis, la une d'un journal épouse la philosophie du journal. La philosophie éditoriale du journal. Comment comprendre cette une? C'est que la Commission pour le bilinguisme a émis un certain nombre de résolutions, un certain nombre de propositions. Ces propositions que les autres appellent le goût amer. En l'occurrence, le fait que les Camerounais de la partie du nord-ouest et du sud-ouest ont dit qu'ils sont fatigués des commissions. Ils veulent le président de la République himself. Ils ont parlé du retour de la dépouille du président Madou Aïdjo, de l'acceptation de la double nationalité, du débat sur la forme de l'État, notamment sur la question du fédéralisme, entre autres. L'anecdote trouve que c'est des propositions au goût amer. Oui, des propositions au goût amer, peut-être parce que ces propositions n'épousent pas le discours officiel par rapport à la question anglophone. C'est pour cela, sans doute, que nos confrères ont habillé ces propositions. De toute façon, en tout cas, c'est une analyse. C'est une analyse. Quelle est votre réveillard? Oui, il faut dire que proposition au goût amer, c'est une anecdote, parce qu'il faut quand même dire que je ne suis pas certain que quand on créait la commission Mafani Moussongue, juste la commission de bilinguisme et de multiculturalisme, j'y parviens enfin, je ne suis pas certain que ça avait pour mission effectivement d'aller reporter les doléances des uns des autres pour venir résoudre le problème. Non, je pense que la mission était de rendre le Cameroun effectivement bilingue à partir des différentes mesures que cette commission devait prendre. Aujourd'hui, quand ils vont sur le terrain, ils reçoivent les doléances des uns des autres. Je suis sûr que les doléances sont amères parce que c'est au-dessus de leur pouvoir. Parce que ce n'est pas la commission Moussongue de chanter, transport, de modifier la forme de l'État. Et du coup, c'est un son de cloche différent de ce que cette commission devait entendre. Je ne sais pas si quelque part il a été dit qu'elle avait la prétention de modifier la forme de l'État. Non, je ne suis pas certain. Parce que pour modifier la forme de l'État, pour modifier la forme de l'État, je suis que c'est au sein de l'Assemblée nationale que ça se décide, avec le Sénat également, au niveau du Conseil constitutionnel. Je pense que c'est même, je pense même qu'il devrait vraiment avoir un vote, si je ne me trompe pas, que les Camerounais. Comme certains qui pensent qu'il s'est agi d'aller récolter les avis des autres. Ce que pratique
pratiquement aucune institution publique n'avait fait jusque-là. Oui, moi je pense qu'aucune action n'est exclue dans la résolution de la crise anglophone. Ce qu'on appelle la crise anglophone, moi je parle de la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Je crois qu'aucune action n'est exclue. Si la commission Moussongue est allée sur le terrain et a pu rencontrer des gens qui ont donné à cœur ouvert, qui ont dit ce qu'ils pensent de cette crise, moi je pense que ce n'est pas à exclure. Moi je ne comprends pas. Ce n'est pas à exclure que ces résolutions qu'ils ont prises soient prises en considération. Ce n'est pas un goût amer, ce n'est pas au-dessus, ce n'est rien, mais c'est la réalité sur le terrain. Vous savez, dans notre métier là, on dit que les faits sont têtus. Oui, mais ils sont venus, ils ont constaté quelque chose. On leur dit voici ça, voici ça, voici ça. Voilà, ils sont venus, ils leur ont redonné ce qu'ils ont entendu. Maintenant, il reste aux instances de décision de prendre les décisions. Alors, messieurs, permettez qu'on évolue. Restons sur cette crise anglophone. Le Congrès américain qui reçoit les victimes le 27 juin prochain. Le journal Forum Libre qui en parle fait savoir que Paul Biya et ses collaborateurs sont tout simplement bon des accusés. Le gouvernement du Cameroun qui est sous pression. Il s'agissait au départ de recevoir Patrice Ganan, une des chambres de ce congrès américain. Patrice Ganan qui devait donc présenter la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais les choses ont quelque peu évolué. Le débat a été renvoyé au 27 juin prochain avec désormais un appel à témoins pour que les uns et les autres qui peuvent témoigner, parler de cette situation, puissent donc le faire devant ce congrès américain. Le gouvernement sous pression pour vous, comme nous le dit Forum Libre ce matin, Hervé Villard. Oui, gouvernement sous pression parce que pour une fois encore, vous vous souvenez que la dernière sortie de l'ambassadeur américain au Cameroun demandait au chef d'État une fois de plus, n'est-ce pas, de pouvoir mettre sur pied des mesures pour résoudre cette crise et surtout de penser également penser à sa succession. Donc, vous savez bien que cette sortie avait mis comme le feu aux poudres. Il savait, tout le Cameroun, tout le monde en avait commenté cette sortie. Je pense que la sortie, du moins, c'est le congrès qui va recevoir ces sécessionnistes, entre guillemets, bien les leaders anglophones également, vous constatez que c'est une continuité dans cette logique américaine. Il faudrait justement qu'il y ait une pacification dans la zone anglophone, parce que aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que l'État du Cameroun est resté dur. L'État du Cameroun restait dur. C'est vrai qu'on ne voudrait pas diviser le Cameroun en deux. Non, au contraire, on voudrait ramener la paix. Sauf peut-être dans la logique de l'État. Et tout ce qui est pris aujourd'hui comme mesure sont que des mesures qui sont coercitives. Et je pense que l'ouverture au débat organisé aujourd'hui par le Congrès, c'est appeler les uns aux autres au dialogue et entendre les uns les autres sur leurs différentes revendications. Je pense que les revendications formulées formulées par les populations lors de la descente de la commission Moussongue dans cette partie du Cameroun. Donc on est certain que ce ne sera pas les sons de cœur ne seront pas discordants. Sauf que il faudrait bien que l'État vienne également apporter les oui, parce que le journal nous fait savoir qu'au terme des auditions, un rapport sera adressé, rapport qui sera envoyé au gouvernement camerounais pour une éventuelle réaction au regard des accusations. Mais il faut constater que la pression internationale telle que nous le dit Forum Libre est justement grandissante. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas craindre, parce que ça commence à faire beaucoup. On a vu aussi ce rapport qui a été dressé du côté de la Grande-Bretagne sur la situation au Cameroun, historique et situation actuelle sur le terrain. Ça commence à faire beaucoup, cette sortie internationale autour de la question. Oui, à l'évidence, hein, le problème anglophone s'est internationalisé. Bon, il faut peut-être revenir au Congrès américain pour dire que c'est le pouvoir législatif aux États-Unis. Ce n'est pas l'autorité comme au Cameroun, qui est composée du Sénat. Le Sénat qui a 10 membres et la Chambre des représentants. C'est un pouvoir fort. Le Congrès américain a pour rôle de contrôler l'action du gouvernement, de voter les lois et parfois même d'apporter des amendements à la Constitution. Mais en ce qui concerne la politique africaine, on n'en a pas fait cas au niveau du Congrès américain. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une cellule africaine au département d'État. Comment est-ce que l'action, la politique africaine peut avoir une influence au niveau du Congrès américain? Comment peut-on arriver à se faire inviter dans les débats au niveau du Congrès américain? Parce que là-bas, c'est plus sérieux qu'on ne pense, parce que c'est un pouvoir. On peut passer peut-être par des lobbying, par des journalistes comme Ghana et autres là. Mais
à l'évidence. Gagnant enseignant. Gagnant enseignant et autres là. Mais à l'évidence, il reste fort à parier que ce que le journal écrit, est-ce que c'est la réalité? Il faudra donc attendre le 27 juin pour se... En tout cas, les débats déjà étaient préparés pour le 7. Oui, oui. Et, les débats, bon, il faut et d'ailleurs, il y a eu plusieurs sorties pour contrecarrer, parce que certains estimaient que le Congrès ne peut pas recevoir... Voilà, justement, ça c'est la réserve qu'on peut faire par rapport à la configuration même du Congrès américain. C'est quelque chose le journal Forum Libre vous dit, l'annonce officielle a été faite par Tom Lantos, qui est donc membre... Il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu. Je dis un groupe de pression peut rencontrer un représentant. Vous semblez percevoir cela comme une mauvaise nouvelle, finalement. C'est une nouvelle, à la fois, ça dépend de quel bout on prend. C'est une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle pour les uns ou les autres. Oui, mais il faut savoir qu'une histoire inscrite dans l'édition du Congrès américain, c'est que c'est sérieux. Voilà. Je voudrais dire, inviter mon grand frère à ne pas être dubitatif. C'est vrai que c'est bien de se poser des questions, mais sauf que quand un journal prend la peine de relayer une telle information, ce n'est pas... Enfin, ce n'est pas du n'importe quoi en fait. Et quand on essaie de voir, je vous ai dit que la déclaration de l'ambassadeur américain, ce n'est qu'une continuité. Et en fait, le problème anglophone n'a pas été posé. C'est pas la première fois que les États-Unis se saisissent de ce problème. Il y a eu des déclarations également qui ont été faites dans ce sens-là, en demandant au chef d'État de prendre des mesures. Seulement que, comme il dit, arriver au niveau du Congrès. Justement, je voudrais vous faire voir la gradation qu'il y a au niveau de cette affaire, effectivement. Parce qu'il faut dire que avant que l'ambassadeur américain ne fasse sa sortie, il y a également les États-Unis qui avaient fait une déclaration en disant qu'il faudrait bien que le Cameroun prenne des mesures pour résoudre rapidement ce problème. Il y a également l'ONU, il y a également l'UNICEF, il y a toutes ces organisations qui ont fait des sorties interpellent le Cameroun dans la résolution de ce problème. Or, je parlais tout à l'heure du Parlement britannique. Et quand vous avez déjà 200 000 réfugiés au Nigeria, je pense qu'en tant que gendarme du monde, quand le veut ou les États-Unis restent les gendarmes du monde à toute puissance, il y a qui doivent s'interroger. Et en plus, ils sont membres influents aux Nations Unies. Et les rapports sont parvenus aux Nations Unies via le porte-parole des représentants de ceux-là qui vont dire que l'association, ou du moins le fédéralisme du côté anglophone. Donc, du coup, ça fait qu'ils sont au parfum de ces informations. Du coup, pour que la situation ne dégénère pas, il faudrait bien qu'on essaie de voir ce qui se passe dans les uns les autres pour résoudre cette crise avant que ça dégère. Parce que, comme on connaît, Eric, qu'il y a quand même des fonds de guerre dans presque partout. Il ne faudrait pas que ça s'embrase encore ailleurs. Alors, au moins, attendons le 27 juin pour voir ce qui sera dit de ce côté-là. Pour sortir, messieurs, en une minute, chacun a une mutation qui parle des 100 jours de ce gouvernement, Yang 4. Les bons points, les mauvais points. Quelques ministres sont donc passés au scanner du journal Mutation. Alors, Bernard, ce gouvernement Yang 4, bon point, mauvais point pour vous? C'était un gouvernement de mission. Est-ce que la mission a été remplie en 100 jours? On pointe par exemple le ministère de la décentralisation qui semble vide, qui n'existe pas encore. Qui est senti avec l'un des pires points. Alors, 100 jours après, on peut le dire pour regretter qu'un ministère ne soit pas encore mis en place. On n'aura pas seulement s'arrêter au décret. Et il ne faut pas toujours pointer du doigt le ministre qui n'a pas tous les leviers aujourd'hui. Il n'a pas une équipe, il n'a pas de fonds de roulement, les leviers de manœuvre, il ne les a pas. Il faut qu'avant qu'on fasse un décret, qu'on nomme un ministre, que toutes les structures de travail soient accompagnées. Voilà. Bon, il faut peut-être saluer l'action du ministre des Enseignements secondaires qui désormais fait passer les inscriptions par Orange, par le Mobile Money. Je crois que c'est une bonne initiative, c'est une révolution. Même si par ailleurs ce serait une concurrence aux banques classiques, c'est une action à apprécier. Alors, il faut aussi apprécier le ministre des Transports qui essaye de bousculer les actions fortes. Alors, Hervé Viard, les mauvais points. Bon, mauvais point, je pense que c'est la décentralisation qu'on a mentionné. La nouvelle a fait suffisamment un dossier là pour montrer que c'est un ministère qui n'existait pas. Oui. Il n'y a pas de démembrement ni dans la région, ni dans les arrondissements, rien dans aucun département. Oui. Donc, du coup, c'est un ministère qui reste encore fictif. Également, il faut reconnaître que, bon, le MINET, quand même, depuis qu'il a été nommé, a quand même fait une tournée pour essayer dans la
région dans la région anglophone pour essayer de ramener les uns les autres. Bon, ce sont des débuts. On a également parlé du revenu sur le ministère de l'enseignement secondaire avec les suspensions, les sanctions à l'endroit de certains de ces responsables qui ne respectent pas la discipline. Moi, je pense que jusqu'à présent, voilà ce qu'on peut dire. Sur ces 100 jours du gouvernement Yang 4, merci Hervé, merci à Bernard, merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. Madame, monsieur, nous vous souhaitons de passer une très bonne semaine. Au revoir. Again in emergence this morning, Le Quotidien, traditional rulers more and more becoming a target for the Ambazonian. That's what you can read at page 2 of emergence Le Quotidien this morning. Le Quotidien de l'économie nous parle de ce septennat de Paul Biya qui passe au scanner de la Banque mondiale, grande réalisation, coût des travaux, gestion de la masse salariale, etc. au menu de la revue des dépenses publiques de l'institution de Bretton Woods sur le Cameroun de mai 2018. Et puis pour sortir, on retrouve le journal Mutation qui nous parle du gouvernement Yang 4. 100 jours après, les différents ministres sont passés au scanner, les bons et les mauvais points de l'équipe formée par le chef de l'État le 2 mars 2018, à lire aux pages 7, 8 et 9 de Mutation de ce matin. Voilà qui nous permet donc de sortir de cette visite des grandes unes et de retrouver nos invités sur ce plateau. Bernard Batana, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Martial Ndjomo. Bonjour Révé Villandélé. Bonjour à tous les téléspectateurs de Kinox TV. Aujourd'hui, j'entre dans cette revue des grandes unes par la Société métropolitaine d'investissement de Douala, qui est un grand projet d'urbanisation de la ville de Douala, dans laquelle toutes les populations de Douala sont invitées à souscrire leur part pour que Douala soit plus viable et que Douala soit plus vivable à l'avenir. Il ne faut pas toujours dire que l'État n'a pas fait ci, l'État n'a pas fait ça. On a donné l'occasion, la communauté urbaine de Douala a donné l'occasion à chaque habitant de Douala de participer au développement de la ville. Je crois que c'est important. C'est important, c'est une initiative dont vous parlez en entame. Bonne semaine à vous, bonne semaine Hervé Villandélé, bienvenue. Bonjour Eric Martial Ndjomo, bonjour aux grands frères et bonjour également à tous ceux qui nous regardent à travers les petits écrans chez eux. Et je vais penser aux populations du nord et sud-ouest et une fois de plus leur adresser mon bonjour en espérant que l'appel à la paix et au calme que je vais lancer sur ce plateau pourra être utile à leur niveau, parce qu'il faut reconnaître que depuis qu'il y a le désordre dans cette partie du Cameroun, nous la vie au Cameroun a connu un coup, et du coup ce n'est plus la grande joie et la grande harmonie qu'on avait hier quand on se dépasse de ce côté-là. Donc c'est vraiment difficile pour nous autres. Donc du coup, il faudrait bien qu'il puisse penser une fois de plus que le Cameroun est un État uni et qu'on devrait continuer à œuvrer pour la paix, afin que la construction du Cameroun et la construction de toutes les régions du Cameroun puisse être effective et réelle. Hervé Villandélé, un apôtre de la paix ce matin. Alors, on démarre avec la crise anglophone qui se retrouve à la une de plusieurs journaux. La Nouvelle Expression qui nous parle de cette descente bloquée, ou en tout cas qui connaît un blocus administratif de la délégation du Social Democratic Front au chevet des réfugiés camerounais au Nigeria, réfugiés donc du fait de la crise anglophone. Forum Libre nous parle du Congrès américain qui reçoit les victimes de cette crise anglophone. Plusieurs autres journaux qui en parlent ce matin, notamment le journal Émergence qui nous dit que le RDPC n'exclut plus un dialogue sur le fédéralisme avec cette sortie de Jacques Famendongo. La crise anglophone encore et toujours. Mais commençons par ce que nous dit la Nouvelle Expression. Au sortir du NEC, le SDF maintient sa position. Il faut descendre au chevet des réfugiés et pense que le gouvernement est en train de bloquer cette initiative, Bernard. Oui, nous apprenons du NEC qui a eu lieu à Yaoundé. Le NEC, c'est une instance de décision
du SDF qui se réunit, je crois, une fois par mois. Alors cette fois, ils se sont réunis et nous apprenons que depuis des semaines, depuis des mois d'ailleurs, une délégation en préparation pour aller au Nigeria. Et pour le faire, il faut effectivement que le Haut Commissariat pour le Nigeria donne son aval. Il faut que le gouvernement camerounais donne son aval pour ce voyage. Et il semble que c'est à ce niveau que ça bloque. Il y a un député du SDF qui accuse nommément Yaoundé d'avoir bloqué cette initiative pour éviter aux partis politiques de l'opposition qu'est le SDF de savoir exactement ce qui se passe sur le terrain au niveau des réfugiés, quelle est leur vie quotidienne. Moi, je pense que c'est une action citoyenne. C'est une action citoyenne qu'il faut d'ailleurs encourager. Voilà un parti politique qui se soucie des Camerounais, d'une partie d'ailleurs de ses électeurs qui se trouvent hors du pays. Il faut savoir comment ils vivent. Et quand on sait que dans un camp de réfugiés, ce n'est pas toujours une vie décente. Et apparemment, le SDF a prévu une cargaison de produits de première nécessité, de denrées alimentaires pour venir au secours de ces Camerounais. Je pense que le SDF a pris là une initiation citoyenne qu'il fallait d'ailleurs accompagner. Si tant il est vrai qu'on dit que ceux qui sont du nord-ouest et du sud sont des Camerounais à part entière, ils ne sont pas des Camerounais qu'on met à côté pour dire que voilà, il ne faut pas y aller. Moi, je pense que c'est une initiative. Il ne faut pas qu'on voit des blocages partout. Bien entendu, c'est une action de charme pour le parti politique. Ils disent que, voilà, il y a possibilité de dialogue pour le fédéralisme. Je disais tout à l'heure que c'est un autre son de cloche. Est-ce que c'est le RDPC qui va instaurer le dialogue, RDPC en tant que parti politique, ou alors le RDPC comme étant le parti au pouvoir qui a un chef qui est en même temps leader le chef de l'État. Le chef de l'État et chef de parti politique. Ouais. Dans ce cas, on attend que le chef de l'État, chef du RDPC et chef de toutes les institutions se prononcent sur le sujet. On ne va pas s'arrêter à la simple déclaration d'un parti politique. Et ça fait finalement quelque peu désordonné en matière de communication gouvernementale sur la question. Voilà, on a le sentiment, et d'où cette expression, son de cloche utilisée par Bernard. Voilà, un ministre va faire une sortie aujourd'hui, abondé dans un sens complètement différent de celui-là. Comment comprendre cette disparité dans la communication et surtout dans la façon d'aborder certains sujets, comme le sujet sur la forme de l'État au niveau de ces ministres? Je pense que le ministre qui parle est un membre du gouvernement et le ministre qui parle également au nom du RDPC est responsable de la communication au sein du RDPC, sauf si je me trompe. Il faut quand même dire qu'il ne avance pas par hasard. Et vous savez que la crise anglophone a été davantage. Ça a pris l'ampleur que cela a pris parce qu'il y a eu des déclarations. Vous vous souvenez que l'actuel Minat, le ministre pour Atangandi, déclarait sur les antennes de la SATV au moment de cette crise qu'il n'y avait pas de crise anglophone, que les anglophones n'avaient pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème anglophone. Il n'était pas le seul. Il y avait également le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Laurent Esso, qui faisait une déclaration. Celui de la communication. Effectivement, des déclarations que nous avons au sein de la presse appréhendé comme de lui conversé sur le feu hier quand cette crise n'a pas atteint la proportion que ça atteint aujourd'hui. Et quand le ministre lui-même allait organiser un meeting de RDPC en pleine crise à Saint-Bamenda, et ça a entraîné ce que ça a entraîné, bien sûr ça a entraîné ce que ça a entraîné, vous avez vu là où on en est. Parce que ce sont des déclarations, je pense que la déclaration de Jacques-Famé Ndombé également est une déclaration qui vient dans le même sens. Hier on parlait de débat autour de la forme de l'État. Débat hier qu'on refusait de faire, parce qu'il faut quand même noter que c'est une forme d'avancée. C'est le responsable de la communication au sein du RDPC qui déclare en tant que ministre des enseignements supérieurs, c'est-à-dire que membre du gouvernement, c'est que ce n'est pas une vaine déclaration. C'est pas une vaine déclaration. Parce que aujourd'hui, commencer à nous parler de la forme de l'État, c'est une ouverture au dialogue. Et qui a dit? Je vais citer Maître Kangou sur ce plateau qui le disait sur droit de réponse. C'est pas parce qu'on parle du divorce dans un mariage que forcément on doit divorcer. Non. Le fait de discuter de la forme de l'État n'est qu'un élément. Et je suis sûr que si ce débat est ouvert de manière officielle et qu'on débatte avec des arguments et qu'on trouve effectivement que les arguments fournis par ceux qui militent pour le fédéralisme au Cameroun et pour ceux qui ne militent pas donnent matière à ce qu'on puisse repenser. Je pense qu'on le fera. Pourquoi refuser le débat? Parce qu'il faut quand même reconnaître que depuis le début de la crise, ce n'est que matière à... Ce n'était qu'une proposition. Proposition qu'on refute entièrement, qu'on refuse d'admettre. Or, dans un pays qui s'est dit démocratique, je pense que tout est négociation, tout est dialogue. Tout est dialogue et on peut dialoguer autour d'une table sur des sujets. Maintenant qu'on a apprécié les différents angles, les positions, les différents points de vue,
qu'on trouve si pertinents, on peut les adopter ou non. Éric Martial, fort opportunément, cette déclaration, cette sortie du ministre, il faut dire ici, il faut préciser ici qu'il a parlé en tant que responsable de la communication du RDPC. Donc, fort opportunément, on sait que le RDPC est le parti dominant à l'Assemblée nationale. Bon, sa déclaration ne doit pas se limiter à la simple presse. Il faut que, justement, que cette question anglophone fasse désormais partie des discussions à l'Assemblée nationale. Et c'est bienvenu que ce soit le porte-parole du comité central du RDPC, qui est le parti. Ce que l'on refuse jusqu'ici au niveau de l'Assemblée nationale, voilà, parce que le sujet en tout cas semble tabou au niveau de l'Assemblée nationale. Alors on évolue, on l'a dit, plusieurs journaux se sont intéressés ce matin à cette crise anglophone, et puisqu'on a parlé de la forme de l'État, qui faisait partie des propositions de la commission Mafani Moussongue au sortir des auditions du côté de Bamenda dans le nord-ouest, l'anecdote en tout cas, un son de cloche complètement différent qui parle de crise anglophone et des propositions au goût amer de Moussongue. Comment comprendre cette une? Oui, comment comprendre cette une? C'est que, bon voilà, il faut savoir que l'anecdote, c'est un journal. Et puis, la une d'un journal épouse la philosophie du journal. La philosophie éditoriale du journal. Comment comprendre cette une? C'est que la Commission pour le bilinguisme a émis un certain nombre de résolutions, un certain nombre de propositions. Ces propositions que les autres appellent le goût amer. En l'occurrence, le fait que les Camerounais de la partie du nord-ouest et du sud-ouest ont dit qu'ils sont fatigués des commissions. Ils veulent le président de la République himself. Ils ont parlé du retour de la dépouille du président Madou Aïdjo, de l'acceptation de la double nationalité, du débat sur la forme de l'État, notamment sur la question du fédéralisme, entre autres, l'anecdote. Qui veut se mettre sur les vitrines en avant devant cette affaire, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Forcément, il y aura des dividendes politiques à récolter sur une telle opération. La nouvelle expression nous fait aussi savoir que le chairman du SDF, lui, se rendra au commissariat du Nigeria au Cameroun à Yaoundé pour s'enquérir de la situation. Lui, qui n'a pas regagné sa base de Bamenda au sortir du NEC qui s'est tenu à Yaoundé, que peut-on attendre d'une telle descente, Hervé Villardil? Certainement une négociation et surtout c'est une voie normale, une voie d'enquête pour comprendre ce qui ne marche pas, parce qu'en réalité, qu'on a une partie de son peuple qui est affligée et qui a quitté son territoire, qui est réfugié dans notre région, dans notre pays, il faut le reconnaître, ce n'est que quelque chose de normal, ce n'est que normal qu'on aille s'enquérir de la situation, parce qu'il faut quand même rappeler que depuis que cette crise a commencé, et selon les informations qui nous parviennent, on a près de 150 000 réfugiés camerounais du côté du Nigeria. Vous imaginez que le Nigeria est un pays également qui a également de nombreux problèmes avec l'instabilité. On parle de 210 000. Oui, bon, je vous montre les derniers chiffres que nous avons certainement. On aura certainement minimisé ces chiffres. Sauf qu'il faut reconnaître quand même que c'est quand même trop pour le Nigeria, quand on sait que le Nigeria est un pays également qui n'est pas trop stable sur le plan sécuritaire, parce qu'elle affronte au jour le jour, elle fait la guerre au jour le jour contre Boko Haram. Et donc du coup, quand on a un front de guerre, il est difficile de pouvoir prendre en charge de manière efficiente et efficace les réfugiés. Donc du coup, je pense que l'appui du SDF ne pouvait être que bénéfique pour le Nigeria, qui accueille les citoyens camerounais dans son pays, et surtout au niveau de leur prise en charge. Parce qu'il faut reconnaître que la prise en charge n'est pas évidente. Quand vous avez 150 000 ou 200 personnes qu'il faudrait nourrir tous les jours et qui ont besoin d'être en bonne santé, ce n'est pas évident, parce que avec le coût de la vie qui va aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué. Et on peut également s'interroger sur le fait que la mission du SDF de ce côté-là ne réussissait pas. Il ne faut pas toujours tout voir sur le plan politique, parce qu'en réalité, parler des lauriers politiques, quand on a des Camerounais qui meurent, je pense que ce n'est pas ça le plus important. Ce sont des vies qui sont au-dessus de tout, qu'on tente à sauver, parce que les Camerounais qui vivent de ce côté-là sont partis du Cameroun en fuyant. Quand part en fait, c'est-à-dire qu'on n'a rien emporté avec soi. On est parti, on a voulu sauver sa vie en se retrouvant de ce côté-là. Donc du coup, ils ont besoin d'assistance et de manière urgente. Je pense que l'action du SDF vient dans ce sens-là pour les aider. Et il faut quand même reconnaître que ce n'est pas la première fois. Avant que le SDF ne commence les primaires au sein de ce parti, on avait lancé de manière générale une collecte au sein de chaque section, du moins chaque parti, chaque région, chaque démembrement du parti avait lancé une collecte
afin qu'on puisse constituer une cagnotte assez importante pour aller soutenir les Camerounais, ces Camerounais qui sont affligés, qui ont abandonné leur domicile. Aujourd'hui, que cela ne réussisse, cette opération ne réussisse pas, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que, comme me dit, le parti au pouvoir, ou du moins les administrations du Cameroun, a peur qu'on arrache cette victoire, du moins. Or, aujourd'hui, ça ne doit pas être une victoire, c'est plutôt une opportunité pour permettre qu'on soulage ces Camerounais. Surtout que nous appelons tous au dialogue, nous appelons tous au calme, nous appelons au retour de la paix. Et le retour de la paix ne peut être évident, efficient, efficace que si on commence à tendre la main à ces Camerounais-là. Et le premier moyen de leur tendre la main, c'est de leur donner des produits de première nécessité pour qu'ils c'est étancher leur soif et leur faim. C'est leur donner des médicaments pour qu'ils puissent se soigner et recouvrer la santé afin de demander revenez. Si cela n'est pas fait, je ne suis pas certain que le dialogue dont nous prenons, nous crions tous les jours sur ce plateau peut être un réel dialogue. Alors, puis, le plus important, Martial, c'est leur retour. Ce n'est pas tant la visite, là, mais c'est leur retour. Mais il faut qu'ils reviennent. Ils font quoi là-bas? Il y a de la place au pays. Il faut qu'ils reviennent chez eux. Peut-être pour que cela soit effectif, il faudrait que la calmie aussi revienne dans leur ancien logis. Et même, Eric, ça leur rendant visite, qu'on les invite à revenir. Et justement, on commence à avoir les éléments réels de leur invitation au pays. Est-ce que c'est réel? Alors qu'ils viennent, il faut rappeler que les villages ont été détruits, on a brûlé, c'est vrai qu'on est en train de lutter. Il y a eu des gangs de bandits qui sont infiltrés partout pour rendre cette crise aussi criarde qu'elle est devenue aujourd'hui. Absolument. Donc, du coup, on a brûlé leurs maisons et autres. On reste sur cette actualité pour évoquer la une d'émergence qui nous fait savoir que le RDPC n'exclut plus un dialogue sur le fédéralisme. C'est une avancée et cela ressort d'une sortie médiatique du secrétaire à la communication du RDPC, le professeur Jacques Famendongo. On n'exclut plus un dialogue sur la forme de l'État. C'est une avancée. Ah oui, c'est une avancée. Je ne sais pas si c'est une avancée ou une reculade, mais il faut dire que c'est un autre son de cloche qu'on apporte à cette crise anglophone. Il vous souvient qu'au sujet justement de cette crise, la voix la plus autorisée disait que la forme de l'État est non négociable. Et la loi fondamentale qui est la Constitution dit que le Cameroun, c'est un État unitaire décentralisé. Voilà les faits. Voilà ce que la loi dit. Maintenant que le RDPC... donc c'est à féliciter ses membres de comité de vigilance avant d'apporter son soutien aux différentes familles éprouvées. Info Matin parle ce matin d'Issatiroma Bakari qui dit pourquoi il est avec Paul Biya. Vendredi, le leader du FSNC a expliqué son ralliement au chef de l'État, répondu à ses détracteurs, s'est prononcé sur le phénomène des fake news. Et puis Forum Libre nous parle ce matin de la crise anglophone et du Congrès américain qui reçoit les victimes. Ce sera le 27 juin prochain. Paul Biya et ses collaborateurs qui sont placés au banc des accusés. Le gouvernement du Cameroun qui est tout simplement sous pression, nous dit le journal Forum Libre, qui ajoute que l'annonce est de la commission Tom Lantos, spécialiste ou spécialisé sur les questions de droits de l'homme et des libertés à la Chambre basse du Parlement du Congrès américain, qui devrait se tenir le 7 juin dernier avec à l'ordre du jour le débat sur la crise anglophone et les massacres qui sont perpétrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des débats qui ont tout simplement été renvoyés au 27 juin 2018. L'appel des témoins et des victimes est donc lancé. Les Américains veulent savoir si leurs multiples aides ne sont pas utilisées pour tuer des civils camerounais. Le président Paul Biya et ses collaborateurs sont tout simplement au banc des accusés. C'est le journal qui se projette d'ailleurs sur les issues possibles au sortir de ces auditions. Le journal qui rappelle qu'il ne s'agit pas simplement d'auditionner Patrice Ganan comme c'était le cas le 7 juin prochain, mais qu'au-delà de Patrice Ganan, plusieurs autres victimes ou plusieurs personnes témoins qui pourront apporter avec preuve à l'appui des témoignages sur les exactions du gouvernement dans ces régions anglophones pourraient eux aussi être entendus. Alors on poursuit avec le journal Écho Matin
Éco Matin qui titre ce matin sur la monnaie électronique et de cette bataille pour le contrôle d'un marché évalué à près de 2000 milliards de francs CFA. Il s'agit donc de ces paiements qui, en tout cas le journal rappelle que le 1er juin dernier à Yaoundé, il y a eu cette cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère des enseignements secondaires et les opérateurs de transfert électronique d'argent et selon ce mémorandum d'entente, les frais de scolarité, ceux des examens, des concours et des associations des parents d'élèves seront payés à partir de l'année scolaire 2018-2019 par le biais de ces entreprises qui offrent déjà des prestations du mobile money. Le journal Le Soir parle de gestion calamiteuse mis en cause ici. Il s'agit du directeur général de l'IRAD dont la gestion est mise à nu. Le journal parle d'incompétence managériale, de tribalisme et de soupçons de détournement, tout comme il revient sur cette affaire en justice entre la fratrie Mouna, héritage de la famille Mouna, Amatoutou Mouna, Dame Le Pion à ses frères. La victoire par KO a été obtenue grâce à l'efficacité de son avocat, nous dit le journal. Et puis on poursuit avec le journal Le Détective qui revient sur les inscriptions sur les listes électorales et parle de l'appel de René Emmanuel Sadi dans le Mbam Ekim, l'ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui a ratissé large donc derrière le chef de l'État Paul Biya. Intégration, ce matin parle du Cameroun et du patronat qui est contre les réformes fiscales. Le journal rappelle que le Fonds monétaire international, donc met la pression sur le Cameroun, notamment sur le directeur général des impôts, afin que celui-ci puisse donc, selon le journal, augmenter la pression fiscale, ce que ne l'entendent pas de cette oreille le patronat. L'anecdote parle de proposition au Goua maire de Moussongué, la commission Mafani Moussongué, la commission du bilinguisme et du multiculturalisme qui au terme de ses auditions publiques du côté du Nord-Ouest a présenté un rapport avec de nombreuses propositions que le journal L'Anecdote trouve simplement en tout cas juge de goût amer ces propositions de Moussongué. Et puis Repère parle de ces bâtonniers qui sont englués, empêtrés dans des affaires, ils sont mouillés. C'est un carnet de justice que nous proposons ce journal à travers un dossier sur ces bâtonniers mouillés dans des affaires. Ce matin, Émergence parle de la crise anglophone. Émergence qui nous fait savoir que le RDPC n'exclut pas n'exclut plus un dialogue sur le fédéralisme. Émergence qui ajoute que sur les antennes des RFI, Jacques Famdongo, secrétaire à la communication du parti au pouvoir, confirmé cette possibilité pour le journal. Il s'agit d'un changement de discours qui contraste avec la position d'antan. Anglophone Crisis Once. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cette première livraison de la semaine de votre émission, la revue des grandes unes sur Equinox Télévision avec nos invités que nous retrouvons donc au bas de la présentation des principales unes parues ce matin. Mais avant de les retrouver donc, revisitons ensemble ces principales unes et on démarre avec la nouvelle expression qui s'intéresse ce matin à la crise anglophone et de cette délégation du Social Democratic Front qui reste bloquée dans sa visite aux réfugiés du côté du Nigeria. L'une des résolutions du comité national exécutif du parti de la balance à Yaoundé ce week-end est le maintien de la visite aux réfugiés camerounais au Nigeria que le chairman du dit parti a initié depuis plusieurs mois mais qui connaît de suspects blocages administratifs au Cameroun, nous dit le journal. Le journal qui nous rappelle que au sortir du NEC qui s'est tenu donc ce week-end à Yaoundé, le chairman du SDF, John Frondi, a décidé
de ne pas regagner sa base de Bamenda, mais de rester à Yaoundé. Question de se rendre ce matin du côté du Haut Commissariat du Nigeria au Cameroun pour s'enquérir des raisons du blocage observé donc dans la délivrance de la paperasse nécessaire pour cette descente au chevet des réfugiés camerounais du côté du Nigeria et dans la rang du Social Democratic Front. On pense d'ailleurs que le blocus jusque-là observé est dû au fait du régime en place qui ne voit pas d'un bon œil cette descente du SDF avec une cargaison importante alimentaire, importante et bien d'autres choses au chevet de ces réfugiés donc du fait de la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le journal nous parle aussi ce matin à sa page 10 du jeu trouble de l'administration dans l'affaire Manidem, car pour la nouvelle expression en autorisant la tenue d'un congrès du Manidem la semaine dernière, le sous-préfet de Douala Première, réputé pour interdire systématiquement les manifestations de l'opposition, était tout simplement loin d'être naïf. Et puis il y a un important dossier consacré au sport dans la nouvelle expression de ce matin Lions indomptables, le choix de l'entraîneur coincé, nous dit le journal, alors que l'on attend le nom du futur sélectionneur. Un des concurrents a jeté l'éponge. Il s'agit de John Touchak qui a bénéficié donc d'un contrat faramineux et juteux du côté de l'Iran, lui qui était dans la shortlist des 2 derniers selon la nouvelle expression, aux côtés d'Alain Giresse, et Alain Giresse qui resterait donc le seul concurrent mais qui a vu d'un mauvais œil au sommet de l'État, nous dit la nouvelle expression. En tout cas, ce choix reste jusqu'ici coincé chez la CAN féminine, aussi dans les colonnes du journal, et des inquiétudes malgré la victoire. Le journal qui rappelle que le Cameroun en match retour du dernier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Ghana 2018 de football féminin. La brillante en match retour dont le Cameroun s'est imposé 5-0. C'était déjà le score lors du match aller, 10-0 sur l'ensemble des 2 matchs, mais la brillante victoire de l'équipe nationale féminine du Cameroun face au Congo ne doit pas occulter la préparation ambiguë ou alambiquée qu'elle a connue après plusieurs mois d'oisiveté. Les chantiers de la CAN et ces chiffres qui font peur. Les différents chantiers routiers engagés à Bafoussam ont à peine franchi le seuil de 2% de taux de réalisation, nous dit le journal. L'œil du Sahel s'intéresse ce matin à l'arrondissement de Maroua 2 et 10 morts dans les attaques de Boko Haram de ce côté-là. Boko Haram qui a encore frappé à travers ces terroristes, et c'est dans la localité de Manganvé, chez Djalingo, une localité qui s'est réveillée vendredi dernier, dans la tristesse et la désolation. En cause le chef de cette localité qui était la visée principale des terroristes de Boko Haram, des terroristes qui ont égorgé ce dernier avant de tuer plusieurs autres personnes dans cette chefferie, et dans leur fuite ils ont fait beaucoup d'autres victimes. Mais le journal du Sahel relève que il y a donc eu cette répression de la part des membres des comités de vigilance qui ont donc organisé une battue à l'issue de laquelle plusieurs terroristes de la secte Boko Haram, auteurs de ces morts, ont eux aussi été tués dans les échanges ou les altercations qui ont suivi. Plusieurs ont été faits prisonniers. Le gouverneur de la région de l'extrême nord qui est descendu sur les lieux a félicité